Les attaques kamikazes surviennent par vagues successives. Les formations de bombardiers suicides se dispersent avant de plonger. Il n'y a rien de plus terrible que de tirer sur un pilote qui fond sur vous et qui ne s'arrêtera pas. Il en venait sans cesse. Ce type d'affrontement vous engage tout entier. Car vous savez qu'ils veulent votre peau. On se disait, ces types-là sont complètement cinglés. Ils foncent droit sur nous! Mais on savait que si on les manquait, c'était nous qui allions y passer. Ils arrivaient généralement du côté du soleil pour qu'on ne puisse pas les voir. Tant qu'on les repère, ils étaient déjà tout près. À 30 secondes de distance, je dirais. Alors on leur tirait dessus et si on les touchait, on avait de la chance. L'idée qui préside aux frappes massives de kamikazes, c'est que certains avions atteindront leur cible. Et certains, en effet, la touchent. Le 6 avril 1945, la mer est le théâtre d'un véritable carnage. Sur les 17 bâtiments américains touchés, 3 destroyers, 2 navires de transport de munitions et 1 navire de débarquement sont coulés. Mais les porte-avions, essentiels à la flotte, sont épargnés. De nombreux pilotes japonais ont raté leur cible, tandis qu'un nombre suffisant d'artilleurs et de pilotes de chasse américains ont atteint les leurs. Toutefois, les Américains ont à déplorer 367 morts et des centaines de blessés. L'effet psychologique se révèle encore plus accablant. Je ne saisissais pas le raisonnement qui sous-tendait leur action. Le fait qu'ils soient prêts à sacrifier une vie simplement pour envoyer un avion contre une cible. Mais ils arrivaient à leur fin dans la mesure où tout le monde était anxieux et très affecté. Ce n'est pas une façon de livrer une guerre. Tous les pilotes kamikazes ne touchent pas leur cible. Malgré son expérience, Shigeyoshi Amazono, le pilote de chasse, se fait intercepter et attaquer par des chasseurs américains. Trois chasseurs américains ont surgi, qui se dirigeaient droit sur moi. Les avions ennemis ont rompu leur formation et m'ont attaqué à tour de rôle. Pendant 35 minutes, j'ai zigzagué de gauche à droite pour éviter les tirs. Je ne pensais qu'à survivre. J'entendais ce son tac-tac-tac. Je devinais la mer à travers les trous percés dans ma carlingue. L'une des balles a éclaté en morceaux. J'en ai encore quelques éclats dans le corps. Je me cachais dans un nuage à attendre désespérément la prochaine offensive. Tout à coup, j'ai vu l'avion ennemi me faire un signe en inclinant ses ailes. Je n'en croyais pas mes yeux. Que se passait-il? Avait-il perdu la tête? Le pilote japonais en réchappe miraculeusement. Les avions de chasse américains sont à court de munitions et ne peuvent que saluer l'habileté de leur ennemi. À mon tour, j'ai incliné mes ailes comme pour leur dire « Disputons notre revanche demain ». Shigeyoshi rejoint à grand-peine le territoire continental aux commandes de son appareil. Il atterrit en catastrophe non loin du volcan Keimon Dake, un point de repère bien connu. En survolant le Keimon Dake, j'ai aperçu une lumière dans l'obscurité. J'étais fou de joie parce qu'on m'avait reconnu comme un avion japonais. J'ai crié « Merci !» Quand Shigeyoshi se réveille à l'hôpital, il apprend que son avion a été criblé de 78 balles. Pour moi, ma survie tient du miracle. Encore aujourd'hui, je continue de me pincer pour m'assurer que ce n'est pas un rêve. Masaaki Tokito n'aura pas cette chance. L'attaque du 6 avril lui coûtera la vie. L'heure de ton départ a sonné. Pendant des années, sa mère refusera d'aborder le sujet de sa mort.
jusqu'au jour où elle rompra le silence. Son profond chagrin et sa colère, toutes ces émotions enfouies sont enfin remontées à la surface. Elle a pris la photo de Masaaki et lui a parlé. Mon Masa, chéri, pourquoi es-tu mort? Masa, mon chéri, pourquoi a-t-il fallu que tu disparaisses? Mon pauvre Masa, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. Elle a continué ainsi pendant longtemps. Et bien après, ma mère m'a encore dit, il n'y a pas une seule nuit où mon oreiller reste sec. L'offensive du 6 avril sonne comme un réveil brutal pour la flotte américaine postée à Okinawa. De plus, les Japonais n'ont pas dit leur dernier mot. Ayant adopté l'attaque suicide massive comme arme de guerre, les Japonais décident d'étendre le principe de l'offensive kamikaze. Cette fois, l'assaut ne viendra pas des airs. Le Yamato est le plus grand cuirassé de tous les temps. Le jour où la première attaque massive est lancée, il lève l'ancre entouré de ses navires d'escorte et met le cap sur Okinawa. À bord se trouve Masanobu Kobayashi, 19 ans. Quand le capitaine nous a rassemblés, nous avons entendu parler pour la première fois de la stratégie de l'attaque spéciale. La veille, on nous avait dit d'écrire nos lettres d'adieu. J'ai appris qu'on se rendait à Okinawa. Le navire qui fait la fierté de la marine japonaise va exécuter par surprise une attaque suicide contre la flotte américaine. Le Yamato est sommé de couler le plus de navires possible à l'aide de ses énormes canons de 457 mm. En cas d'avarie sérieuse, l'équipage devra échouer le navire et continuer à tirer. Les survivants éventuels devront rejoindre les troupes japonaises à terre pour y combattre jusqu'à la mort. Cette mission ne compte aucun volontaire. Les 3302 hommes embarqués n'ont pas eu le choix. Une fois que vous avez pris la décision de donner votre vie à la patrie, il faut vous y tenir fermement. Toutefois, à l'insu des Japonais, des sous-marins et des avions américains repèrent la force d'attaque. Ils ont annoncé que la flotte japonaise cherchait à atteindre Okinawa pour dévaster l'île. Il était prévu qu'on aille à leur rencontre et qu'on leur donne l'assaut. À ce moment-là, le Yamato était le plus grand cuirassé sur l'eau. Lourd de 80 000 tonnes, c'était leur invincible à eux. On était donc tous impatients d'y aller. On s'est mis en route et on a repéré la flotte au bout d'1 heure et demie, je crois. Je venais de prendre mon poste derrière les canons quand la première vague est arrivée. L'artilleur est mort immédiatement. J'ai donc pris sa place. Quelques 400 avions américains reçoivent l'ordre d'attaquer la flotte japonaise. Certains y voient l'occasion de se venger de la défaite de Pearl Harbor. Chasseurs et bombardiers offrent une cible au tir ennemi, ce qui permet aux bombardiers torpilleurs de s'approcher en survolant la mer. On s'est approché, on a lâché une torpille et au moment où on l'a larguée, on a été touché. Une énorme explosion a secoué l'avion. Les torpilles ont été tirées et on a été touché sur le flanc gauche. Le Yamato est frappé par 11 torpilles et au moins 8 obus perforants. Après 3 vagues d'attaques meurtrières, le navire est désemparé, incendié et commence à chavirer. Quelques secondes plus tard, c'est le coup de grâce. Les incendies déclenchés par les torpilles ont atteint le dépôt de munitions, qui a explosé. J'ai été soufflé par l'explosion. Tout à coup, j'ai senti mon corps devenir léger. J'ai été soulevé, et ensuite, le visage de ma mère m'est apparu. Elle me disait, « Que s'est-il passé, Masanobu ?»
J'ai repris connaissance. Et on m'a sauvé. Les derniers bâtiments de la marine japonaise sont détruits avant même d'avoir atteint leur cible. Le nombre de victimes est stupéfiant. Il s'élève à près du double de celui de Pearl Harbor. 4250 officiers et matelots japonais trouvent la mort. Sur les 3300 hommes embarqués sur le Yamato, seuls 269 seront sauvés. Un miracle? Oui, un miracle. Ou alors j'ai été extrêmement chanceux. Les équipages des avions américains rejoignent la flotte. À bord d'un appareil endommagé, Ed Duffy parvient à regagner le porte-avions USS Bunker Hill. Je n'ai pas assisté au naufrage, mais c'était plutôt agréable de savoir qu'on l'avait anéanti. Quelle que soit sa taille, nous savions qu'il finirait par couler. Personnellement, je me suis dit, voilà qui compense Pearl Harbor. Vous avez tué 2 ou 3 000 de nos hommes, et là, on vous a réglé votre compte. J'avais donc le sentiment d'une réussite. Pour les commandants de la flotte américaine, il s'agit d'une victoire cruciale. Les Japonais n'ont plus la possibilité d'acheminer des renforts jusqu'à Okinawa. Le seul espoir de l'amiral Ugaki de stopper l'invasion repose désormais sur ses attaques aériennes massives. Il lui faut trouver un moyen de couler les porte-avions alliés. Les dégâts causés à Okinawa par l'attaque aérienne massive du 6 avril contraignent le haut commandement allié à reconsidérer la protection de la flotte contre les attaques kamikazes. La stratégie imaginée consiste à déployer un cercle protecteur de destroyers équipé d'un radar spécial d'interception aérienne. Le rôle dévolu aux destroyers sera de détecter l'arrivée d'avions ennemis et le cas échéant de donner l'alerte par radar. À leur signal, les unités de pilotes de chasse décolleront en urgence des porte-avions pour les intercepter. Néanmoins, par leur isolement, ces destroyers s'exposent au feu ennemi et sont donc vulnérables. Roy Anderson sait que son navire est une cible facile. On nous avait affectés au 14e piquet radar, c'est-à-dire celui qui était le plus éloigné d'Okinawa, à environ 150 km de l'île. Donc on était vraiment tout seul. Le 12 avril, l'amiral Ugaki ordonne le lancement de la deuxième phase d'attaque aérienne massive, baptisée Kikwisui numéro 2. Cet après-midi-là, ces kamikazes à l'approche aperçoivent le destroyer isolé. Sur le radar, j'ai aperçu une espèce d'arc circulaire sur le bord de l'écran, mais assez large. S'il n'y avait eu qu'un seul avion, j'aurais vu un petit point. Mais à voir ce truc-là, il était clair qu'un raid énorme se profilait. Ils étaient déployés tout autour de nous. À la première attaque, ils sont arrivés à 2 ou 3. On en a abattu 2 et le dernier a pris la fuite. Et puis d'autres sont revenus à la charge. Tout à coup, il y a eu un énorme boom. C'est mon dernier souvenir, avant d'avoir été projeté par-dessus bord. De toute évidence, on avait été touché, mais je ne savais pas où, au juste. Tout ce que je savais, c'est que j'étais encore debout. Les machines tournaient toujours, les radars fonctionnaient. Le gigantesque raid aérien n'est qu'un prélude à un nouveau plan. Ugaki réserve une surprise aux Alliés. Quelques minutes plus tard, apparaît sur le radar quelque chose que Roy Anderson n'avait encore jamais vu. Cette fois, en observant le déplacement des petits points sur l'écran, je me suis aperçu que ces engins arrivaient beaucoup plus vite. On ne comprenait pas de quoi il s'agissait, mais on savait qu'on était dans le sale drap. Pendant que les avions de chasse américains sont distraits par les kamikazes, l'amiral Ugaki envoie un bombardier muni de son chargement meurtrier. Une Oka, le missile habité, fend l'air en direction du navire de Roy. On aurait dit que quelqu'un avait martelé le pont de 1000 coups de massue simultanés.
Cette gigantesque détonation m'a propulsé en l'air. J'étais dans l'eau et quand je me suis retourné, après avoir repris connaissance, j'ai vu le navire qui coulait. Il était fendu en deux, en plein milieu, avec les côtés redressés. Comme ça. Je me suis éloigné de la quille de roulis et je me suis laissé glisser le long de la coque du navire jusque dans l'eau. C'était compliqué parce qu'elle était couverte de coquillages. Et j'y ai laissé le fond de mon pantalon ainsi qu'un bout de mon postérieur. Mais je m'en fichais. Tout ce que je voulais, c'était déguerpir de là. Le Manert El Abele a été touché par la première oka aperçue par les forces américaines. Le navire sombre en l'espace de 3 minutes, emportant 73 hommes avec lui. C'est vraiment traumatisant, vous savez. Vous êtes là avec vos amis et 10 minutes plus tard, il n'y a plus personne. On a perdu beaucoup de bons copains. En avril, des destroyers de surveillance comme le Manert El Abele essuient de lourdes pertes. C'est le prix que les Alliés ont à payer pour protéger la flotte. Un coût qui augmente chaque jour tant que les Japonais tiennent bon à Okinawa. Malgré des obstacles écrasants, leur force sur le terrain ne semble pas décidée à battre en retraite. Les Japonais ont mis en place un système de défense colossal sur Okinawa. C'était un corps à corps. Ils nous attendaient de pied ferme. On était sans arrêt en mouvement et sans cesse assaillis. On poursuivait les Japs jusque dans les grottes. On essayait de les en faire sortir. Mais les Japonais ne savaient pas perdre. Ils ne savaient pas se rendre. Ils ne faisaient que se retrancher en tâchant de nous repousser. J'ai participé à l'assaut du pain de sucre. Ça a été un désastre. Notre chef de section a été tué. Un certain nombre d'hommes ont été tués ou blessés. La bataille d'Okinawa se prolonge bien plus longtemps que ne l'avaient prévu les Américains. Tandis que la flotte alliée est bloquée sur place à soutenir ses troupes, l'amiral Ugaki déclenche de nouvelles vagues d'assaut. Les attaques kamikazes massives produisent l'effet attendu. Autant qu'un combat d'hommes et de machines, c'est désormais une guerre psychologique. On savait qu'avec leurs kamikazes, ils cherchaient à nous saigner. C'était usant, et pour les nerfs, et pour le mental. On ne comprenait pas quelle était la mentalité des kamikazes. En tout cas, c'était très efficace et très démoralisant. On ne pouvait pas dormir, parce qu'ils arrivaient de jour comme de nuit. C'était très angoissant. Pendant cette période, on ne faisait que se lever le matin, combattre toute la journée, se coucher le soir, se lever le lendemain matin et rebelote. Dans ces conditions, on ne ressent pas la victoire. Le 8 mai, la guerre est officiellement finie en Europe. Pendant que leurs familles et leurs collègues célèbrent la victoire, les combattants alliés à l'autre bout de la planète ont le sentiment d'être oubliés. Ils sont toujours aux prises avec l'ennemi dans un combat acharné. Ray Barker est soldat à bord du porte-avions HMS Victorious. Tout le monde était ivre à Piccadilly Circus et l'ambiance était à la fête. On s'est dit, tout cela n'est pas très juste. Ils faisaient la fête à la maison, oui. Notre fête à nous s'est résumée à une double dose de rhum. Le lendemain, ils nous attaquaient comme pour nous rappeler de rester sur nos gardes. La flotte britannique ploie une fois de plus sous la puissance de frappe des kamikazes. Le porte-avions HMS Formidable est touché à 2 reprises. Puis, au lendemain du jour officiel de la victoire alliée en Europe, 2 kamikazes s'écrasent contre le HMS Victorious. Est-ce que j'avais peur? Oui, d'une certaine façon. Ça paraissait tellement incroyable et contre nature que des hommes se jettent sur vous à bord de leur appareil. S'ils avaient essayé de nous torpiller ou de nous bombarder, on aurait vu les choses d'un œil différent. Mais là, c'était dirigé contre notre propre personne. On avait vraiment l'impression d'être soi-même la cible directe du kamikaze. Ce n'est pas ainsi que les équipages britanniques avaient prévu de fêter la nouvelle de la victoire en Europe. Nous n'avions pas la tête à faire la fête.
Loin de là. Loin de là. Et je dois dire que quand nous sommes rentrés environ 6 mois plus tard, nous avons été plutôt choqués de voir que les gens ignoraient jusqu'à la présence de la flotte britannique dans le Pacifique. Mardi 8 mai. Aujourd'hui, j'ai appris que l'Allemagne avait capitulé sans condition. Voilà 38 jours que l'ennemi a débarqué sur l'île d'Okinawa. Malgré les pertes que nous avons infligées à leur flotte, ils ont consolidé leur position. 3 B-29 et environ 200 chasseurs-bombardiers stationnent déjà sur les aérodromes. L'offensive menée par notre armée est en train d'échouer. Pied à pied, les troupes américaines à Okinawa arrachent aux Japonais l'une des victoires les plus sanglantes depuis le début de la guerre. L'amiral Ugaki a conscience que le temps presse. Malgré les dommages qu'il inflige aux destroyers, il ne parvient pas à couler les cibles prioritaires que sont les porte-avions. Puis, le 11 mai, la chance finit par lui sourire. À l'aube, les soldats du porte-avions USS Bunker Hill, à leur poste de combat, attendent les raids ennemis. Mais le ciel est étrangement calme. Le quartier général venait de nous libérer de nos postes. Donc on a tous pensé qu'on n'était pas en situation de combat. On est descendu boire un café au carré des officiers. On avait encore nos masques à gaz sur nous. D'un seul coup, ils ont surgi. J'ai entendu 2 explosions gigantesques. Au son, on aurait dit un atterrissage loupé. Mais non, c'était plus que ça. Peu après 10 heures du matin, 2 kamikazes réussissent à échapper à la détection des radars en suivant des avions de chasse alliés qui regagnent le USS Bunker Hill. J'ai vu les avions percuter le Bunker Hill. La fumée qui se dégageait était noire, épaisse et poisseuse. Le navire était assez gravement endommagé. Les 2 bombardiers suicides font exploser le kérosène sur le pont d'envol et le pont du hangar. Un caméraman de la marine américaine filme cette scène chaotique. Je suis monté sur le pont du hangar où régnait une confusion totale. Il n'y avait nulle part où s'abriter. Peu à peu, les émanations asphyxiantes sont aspirées par le gigantesque système de ventilation du porte-avions jusqu'au pont inférieur, où tout homme dépourvu de masque à gaz se retrouve pris dans un piège mortel. Le carré des officiers se trouvait 2 ponts plus bas que le pont du hangar. Nous étions donc piégés. Le pont d'envol était plein d'avions, dont le kérosène en combustion dégageait beaucoup de fumée, et tout a été aspiré plus bas dans les entrailles du navire. On n'arrivait même pas à se distinguer les uns des autres, tellement il faisait sombre. On s'est mis à 4 pattes et on a rampé jusqu'à la porte. On ne pouvait pas respirer. J'ai alors sorti mon masque à gaz, mon ami a fait de même et on les a mis. C'est ce qui nous a sauvés. Le temps qu'on atteigne le couloir, il y avait tellement de corps étendus qu'on a dû les escalader pour atteindre l'échelle qui nous conduirait au pont du hangar, à l'étage supérieur. Nous avons été les 2 seuls à remonter. Tous les autres y sont restés. Aucun des hommes qui se trouvaient sur le pont inférieur n'a pu s'en sortir. Voilà un souvenir qui ne s'en va pas. J'en ai fait des cauchemars pendant des années. En fin d'après-midi, il ne fait un mystère pour personne que le porte-avions désemparé va devoir se retirer de la bataille. Les Japonais ont enfin frappé un porte-avions. Le vaisseau amiral de la flotte quitte le théâtre des opérations. Près de 400 membres de l'équipage ont trouvé la mort. La perte du navire et de tant d'hommes provoque des remous dans les forces alliées. Avec ses frappes, l'amiral Ugaki signe un coup de maître. Cette victoire n'en est pas moins assombrie par de lourdes pertes. En effet, moins de 2% des kamikazes en moyenne réussissent à désemparer un navire.
Le Japon est désormais de plus en plus souvent obligé de compter sur des recrues inexpérimentées et des étudiants, tels que Nobuaki Fujita. C'est de son plein gré que Nobuaki a décidé de sacrifier sa vie pour sauver son pays. Sa sœur se rappelle qu'entre-temps, les circonstances de sa vie avaient changé. Pendant qu'il effectuait son service militaire, mon frère m'a dit qu'il était tombé amoureux. Elle s'appelle Motsue. Prise quelques minutes à peine avant le décollage de Nobuaki, voici la dernière photo du couple. Leur histoire extraordinaire révèle toute l'emprise de la propagande officielle sur les familles japonaises ordinaires. Tandis que Nobuaki s'envole vers la mort, Motsue, sa fiancée, se prépare calmement à devenir dans le même temps son épouse et sa veuve. Nous avons accompli le rite. Mon père a présenté la coupe à la photo de mon frère. Il a donc fait semblant de donner à boire à la photo. Voici une photo de la famille tout entière. Notre grand-père s'est mis à sangloter. La séance photo a été très éprouvante. Mais au fond de mon cœur, je savais que mon frère était déjà mort. J'ai beaucoup de mal à retenir mes larmes. Même plus de 60 ans après, c'est toujours douloureux. Le raid auquel participe Nobuaki est un succès. 3 jours seulement après le ravage du Bunker Hill, un kamikaze isolé s'écrase sur le nouveau vaisseau de l'amiral Meecher, le porte-avions USS Enterprise. Le navire est dévasté au point d'être lui aussi écarté des opérations. Après la cérémonie, j'ai vu Motsue qui se tenait les genoux, comme ceci. Elle devait se sentir comme morte à l'intérieur. Je n'arrivais pas à lui parler, à trouver les mots justes pour la consoler. Motsue ne s'est jamais remariée. Ayant désemparé 2 vaisseaux amiraux, les Japonais savourent leur plus grand succès. Mais ce succès des kamikazes arrive trop tard. Au bout de 2 mois d'attaque intensive, l'amiral Ugaki se trouve à court d'avions et de pilotes. Il est extrêmement décourageant de voir notre effectif d'assaut diminuer peu à peu. Je ne regrette pas la fin du printemps. Le printemps reviendra. Mais je crains que l'occasion de gagner la guerre, elle, ne se représente pas. La situation était assez déplorable. On commençait à manquer d'appareils, de pièces de mécanique, de kérosène. Et il restait peu de pilotes chevronnés. Notre situation devenait de plus en plus critique à tous les points de vue. Les pilotes semblaient sortir tout droit de l'école maternelle. Notre effectif d'assaut était ridicule. Pour moi, on n'avait pas la moindre chance de gagner. Pas même une chance sur 10 000. Confronté à l'évidence de plus en plus patente de son échec, l'amiral Ugaki se réfugie dans la tradition idéaliste du guerrier japonais. Il rédige des notes poétiques dans son journal en hommage à ces hommes morts au combat. Les fleurs des attaques spéciales tombent. Le printemps s'achève.
Envolés avec le printemps, ces jeunes garçons, tels des fleurs de cerisier. Envolées les fleurs, ne restent aux arbres que leurs feuilles. Prisonnier de l'idéal propre à l'esprit kamikaze, Ugaki poursuit les offensives tout au long du mois de juin et jusqu'en juillet. Mais à mesure que diminue le nombre de ses hommes et de ses avions, de moins en moins de frappes atteignent leur cible. En avril et en mai, les attaques kamikazes ont entraîné un pic de pertes dans les rangs de la marine américaine qui se sont élevés à 3000 morts. Au cours des mois de juin et de juillet, le nombre de victimes tombe en dessous de 300. Côté japonais, ce sont quelques 1900 kamikazes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour ne couler que 27 navires de guerre américains. La puissance matérielle de l'armada alliée a résisté au vent divin des kamikazes. En revanche, ce que les Japonais ignorent encore, c'est que leur stratégie d'attaque kamikaze provoquera une réaction d'une ampleur telle que le monde en sera à jamais bouleversé. Le 21 juin, après 82 jours de combats féroces, l'île d'Okinawa tombe aux mains des Américains. On a vécu des jours très durs à Okinawa. Mon régiment a subi 82% de pertes. 82% des hommes ont été tués ou blessés. C'est-à-dire 8 sur 10. Les leçons de la bataille d'Okinawa sont écrites dans le sang de chacun des deux camps. Près de 12 600 Américains issus de l'armée de l'aéronavale et de la marine ont perdu la vie. En cherchant à défendre leur territoire, quelques 200 000 soldats, aviateurs et civils japonais sont morts. Il n'est dès lors pas difficile de prévoir ce qu'entraînerait l'invasion du territoire continental. La campagne d'Okinawa est celle qui a fait le plus grand nombre de victimes civiles rapportées au nombre de victimes militaires. Les militaires en ont conclu que toute invasion du territoire japonais se solderait par des pertes extrêmement lourdes, parce que les hommes qui défendraient leur patrie seraient tout aussi fanatiques que ceux qui s'étaient battus à Okinawa. Tandis que l'armada reprend son souffle avant l'assaut final de la métropole, les dirigeants nippons amorcent en secret des négociations de paix. En public, toutefois, ils affichent toujours la même hardiesse, forgeant le slogan « 100 millions d'hommes, une seule pensée ». Ils réclament que chaque homme, femme et enfant suive l'exemple des kamikazes. On nous a obligés à nous entraîner avec des lances de bambou. Est-il possible de gagner avec des lances de bambou? C'est une idée tellement stupide quand on y pense aujourd'hui. Mais le pays tout entier a subi un lavage de cerveau. Je me rends compte à quel point le Japon s'est montré ignorant en essayant de vaincre un ennemi aussi puissant. Qu'est-ce que nos familles pouvaient bien faire face à un ennemi pareil? Des doutes dont les Américains n'ont pas conscience. Je savais que l'attaque de la métropole se solderait par de lourdes pertes humaines. Tout le monde était un kamikaze en puissance. Ils étaient tous prêts à mourir pour sauver leur pays. Alors nous avions très peur. Les Japonais ont tout misé sur la stratégie kamikaze. Ils croyaient qu'elle leur permettrait de négocier la paix en des termes plus avantageux. Or, c'est l'effet inverse qui se produit. Les Américains sont d'autant plus convaincus de la nécessité d'user d'une arme de terreur absolue pour mettre au plus vite fin à la guerre. Truman a compris qu'à tenter d'envahir le Japon,
Le nombre de victimes risquait d'être énorme. À mon avis, il ne fait pas de doute qu'il a pris sa décision avec cette idée en tête. Je crois que les hommes qui dirigeaient nos opérations militaires ont compris que le Japon allait devoir être anéanti. Et boum, la bombe a été larguée. Et nous n'avons pas disparu. Quel soulagement, oui. Quel soulagement. On estime à 120 000 le nombre de victimes tuées à Hiroshima dans l'explosion de la première bombe atomique. Par une ironie cruelle, la stratégie de terreur des kamikazes a contribué à faire entrer le monde dans une nouvelle ère de terreur nucléaire. Pour les pilotes alliés, abasourdis par des mois d'attaques kamikazes, c'est un soulagement. Finissons-en. Sortons nos gars de là. Ne perdons pas une seule vie de plus qu'il n'est nécessaire. Pour effroyable qu'il soit, le largage de la bombe atomique a probablement permis de sauver des millions de vies, tant du côté américain que japonais. Pourtant, même après le largage d'une deuxième bombe atomique, les chefs militaires japonais persistent. Les commandants continuent de lancer des attaques spéciales. Yoshio Hashimoto reçoit enfin l'ordre de s'envoler vers les cieux. Demain, nous serons le 14 août. Offensive contre Okinawa à l'aube. Avant de monter dans l'avion, j'ai tâté la bombe de 500 kilos qui devait exploser en même temps que moi. J'ai dit « Contact !» J'attendais le signal. Je commençais à m'inquiéter. Puis, un messager est venu et a crié « L'attaque est annulée !» Sans que Yoshio le sache encore, sa vie est épargnée le dernier jour de la guerre. Nous ne pouvions pas nous réjouir d'être en vie. La mort de nos compagnons pesait bien trop lourd. Je pense que tous les pilotes qui ont été sauvés à la dernière minute ont dû ressentir la même chose. Comment pourrais-je accepter ma survie comme si de rien n'était? Encore aujourd'hui, j'en souffre beaucoup. Neuf jours après Hiroshima, le Japon capitule sans condition. Sa Majesté elle-même a prononcé l'allocution. C'est la première fois que le peuple japonais entendait la voix de son empereur. Les ondes étaient un peu brouillées, mais j'ai deviné l'essentiel du message. Jamais je n'étais envahi à ce point par la honte. Le commandant qui a supervisé les opérations kamikazes poursuit sur sa lancée, ce qui le voue à une fin selon lui inéluctable et honorable. Je n'ai pas encore reçu l'ordre de cesser le feu. Je m'en tiendrai donc à ma décision. Je vais suivre les traces de mes hommes si loyaux qui se sont dévoués à notre pays. Je veux connaître la noblesse spirituelle de l'attaque spéciale. Entrez. Il voulait assumer la responsabilité d'avoir envoyé tant de jeunes hommes en sortie. Amiral, excusez-moi, votre appareil est prêt. Merci. Laissez-moi un moment. Après tant de mois de torture mentale, l'heure du soulagement et de la joie était venue pour lui, l'heure de rejoindre les disparus. Je le ressens très fort.
Regardez cette photo prise juste avant son décollage. Je perçois une expression de bonheur sur son visage, comme s'il se disait « Je vais enfin pouvoir vous rejoindre, mes amis ». Ce n'est qu'après la guerre, alors que l'empereur avait déjà prononcé son allocution, que j'ai appris qu'Ugaki avait effectué une sortie à Okinawa, accompagné de 11 chasseurs d'escorte. 22 hommes se sont portés volontaires pour s'envoler vers la mort aux côtés de leur commandant. Pour Shigeyoshi Amazono, c'est l'ultime trahison dont a été victime sa génération. Si cela s'était passé pendant la guerre, je l'aurais accepté. Mais la guerre était bel et bien finie. En fin de compte, il a tué 22 hommes, parmi lesquels 4 de mes amis. Ce sera la dernière mission kamikaze de la guerre. Je vais me rendre à Okinawa, là où nos hommes ont perdu la vie tels des fleurs de cerisier. Je me jetterai contre ces navires américains arrogants. Ainsi, je ferai preuve du véritable courage du guerrier japonais. L'esprit de la force kamikaze ne s'éteindra jamais. L'amiral Ugaki n'atteindra pas les navires postés à Okinawa. On n'a jamais revu son escadrille.